Comment réduire la pollution des moyens de transport en ville? C'est le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui. La voiture est avant tout un phénomène d'individualisation de la société. Jusqu'à la fin du 19e siècle, la vie en ville se passait aussi dans la rue. Et on s'amusait dans la rue, on faisait du commerce dans la rue. Et les moyens de transport, c'était soit les pieds, soit le cheval. Il suffit de regarder les films de Buster Keaton ou de Charlie Chaplin pour s'apercevoir qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures au début du siècle qui nous précède. Mais au début du XXe siècle, la voiture a fait son apparition et on a pu avoir une certaine autonomie dans ses déplacements et donc un accès à une plus grande liberté. La voiture a vraiment modelé la vie en ville. Dans ce cours en live, je vous présente le thème de la voiture en ville, mais vous pouvez poser vos questions et vos remarques sur le chat de YouTube. Si vous n'avez pas pu assister en direct au live, vous pouvez bien sûr poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. Ce live est en accès libre et complètement gratuit et je vous invite dès maintenant à partager le lien sur vos réseaux sociaux. Le transport, d'une manière générale, est un besoin qui se fait sentir depuis que l'homme est homme. Certes, si le premier moyen de transport était les jambes de l'être humain, aujourd'hui on a à notre disposition beaucoup de moyens de transport. On a le bateau, l'avion, la voiture, les camions, les motos. Mais aujourd'hui on va parler plus précisément des transports routiers et on va en parler à l'intérieur de la ville. Donc on va essayer de voir quels sont les enjeux du transport et quelles sont les conditions de transport. Quels sont les désagréments posés par le transport en ville et comment on pourrait y remédier. Pour cela, je voudrais faire tout d'abord la distinction entre deux types de transport. On va parler de transport individuel, lorsqu'on parle d'une voiture, d'une moto ou d'un vélo, quand ce moyen de transport a pour but de faire un transport privé. Par exemple, je veux me déplacer jusqu'au cinéma, ou alors Monsieur Martin veut aller jusqu'à son travail, ou Madame Michel veut aller faire des courses au supermarché. Tout ça, ce sont des transports individuels, c'est-à-dire qu'une personne a décidé de se rendre à un point donné et elle utilise un transport individuel pour cela. D'une autre part, je voudrais également distinguer le transport de marchandises. Le transport de marchandises, c'est le transport des choses que l'on va pouvoir consommer, que l'on va pouvoir acheter. Ça peut être de l'alimentaire, ça peut être des objets, ça peut également être de la messagerie, c'est-à-dire du courrier tout simplement. Que ce soit le transport individuel ou le transport de marchandises, les moyens de transport, d'une manière générale, occasionnent une pollution dans la ville. Alors c'est ce qu'on appelle le CO2, c'est-à-dire que le moteur d'une voiture ou le moteur d'un camion émet du CO2 et ce CO2 participe à la pollution de la ville et plus généralement à la pollution globale à l'échelle de la planète. Dans ce cours, je vais vraiment étudier ces aspects en particulier car je veux mettre en évidence des solutions qui pourraient permettre de réduire la pollution des moyens de transport en ville. Et la question que je vous pose dès maintenant et à laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires ou dans le chat de YouTube, c'est: devons-nous interdire la voiture en ville? Vous allez passer prochainement votre examen du DALF C1 ou du DALF C2. Luquet vous offre une préparation intégrale à l'oral ou à l'écrit. On fera des exercices en condition de l'examen. Notre équipe de professeurs examinateurs du DALF vous suit directement, corrige vos examens et vous donne des conseils personnalisés pour mieux réussir. La préparation Luquet intégrale vous permet d'être au maximum de vos capacités le jour de l'examen. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur www.luquet.com.
Quand on parle de pollution automobile, on parle avant tout du gaz carbonique, le CO2, qui est présent dans les villes et qui occasionne des maladies respiratoires ou des maladies cardiaques. Il faut savoir que la pollution dans les villes est responsable de plusieurs millions de morts chaque année. Alors, ce sont des morts prématurées, c'est-à-dire que c'est des personnes âgées qui contractent des cancers du poumon et qui font également des arrêts cardiaques à cause de la pollution. Toutes ces maladies ont une cause qui est vraiment le gaz carbonique que l'on retrouve dans les villes. S'il est difficile de mesurer vraiment si c'est la pollution qui a causé la mort d'une personne, en tout cas, on peut assister à une augmentation des maladies respiratoires et celles-ci, elles sont vraiment attribuables à la pollution qu'on retrouve dans les villes. Au-delà de ce phénomène qui provoque un nombre considérable de morts prématurées, la pollution des transports contribue à la pollution généralisée sur la planète. Et cela contribue au phénomène du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, on en parle beaucoup dans les informations et on a beaucoup de difficultés à mesurer quel est le risque, quelle est la difficulté de ce phénomène, quels sont les problèmes qui sont engendrés par ce phénomène. Je ne vais pas rentrer dans ce cours, mais peut-être dans le cours suivant, sur le réchauffement climatique et sur ses effets, mais en tout cas, sachez que d'une manière générale, le réchauffement climatique engendre des conditions climatiques qui deviennent invivables dans certaines parties de la planète. C'est le cas notamment en Méditerranée et plus particulièrement en Syrie où les sécheresses qui se succèdent empêchent la plupart des paysans d'avoir suffisamment de nourriture pour nourrir tout le pays. Le phénomène du réchauffement climatique engendre également des incendies, on l'a vu sur la Californie, sur l'Australie et au Brésil également, mais il engendre également des bouleversements. C'est en l'occurrence les inondations que l'on a pu constater en Europe, en Allemagne en particulier, également dans des pays tels que la Chine. On a un climat qui change petit à petit. Chaque année, on a de plus en plus d'événements météorologiques qui sont surprenants et inhabituels. Et de telles conditions risquent d'empêcher les êtres humains de pouvoir continuer leurs activités agricoles d'une part et leurs activités humaines d'autre part. Alors, si le problème du réchauffement climatique est difficilement mesurable et difficilement perceptible, il est inévitable, en tout cas dans les 10, 20, 30 prochaines années. On entre dans une séquence que l'on ne connaît pas. On n'a jamais eu d'expérience grandeur nature de ce réchauffement climatique. En tout cas, la pollution des villes, la pollution qui génère des maladies cardiaques et des maladies respiratoires est bien connue, est bien présente et est mesurable. Et on a sûrement des solutions pour réduire ce problème. Ainsi, si l'on réduit le problème de la pollution en ville, on participera à réduire le problème du réchauffement climatique. La première chose qui est très visible et très facile à penser, c'est d'imaginer que l'on puisse remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques ou des voitures à hydrogène, autrement dit des voitures à eau en quelque sorte. Et ces voitures-là n'émettent pas de gaz carbonique directement dans la ville. Alors laissez-moi vous dire que la voiture électrique est presque une fausse solution. Effectivement, la pollution n'est pas présente à la sortie du véhicule, c'est-à-dire que lorsqu'on roule, on n'émet pas de CO2. En revanche, la fabrication du véhicule en lui-même, qui est beaucoup plus complexe qu'une voiture thermique, c'est-à-dire une voiture à essence, ainsi que la production de l'électricité, génère une pollution qui est déportée. C'est-à-dire que cette pollution n'est plus présente en ville, mais elle est présente à l'extérieur des villes, c'est-à-dire à l'endroit où on produit les voitures et à l'endroit où on produit l'électricité. Alors, dans un pays comme la France, où l'énergie électrique est principalement d'origine nucléaire et qui n'émet pas de CO2,
On peut penser que, effectivement, la voiture électrique peut être une solution. Mais ce n'est pas le cas de tous les pays du monde. La plupart des pays du monde font une électricité à base de charbon. Et pour vous donner une idée de la quantité de pollution qui est générée par la même quantité d'énergie électrique selon sa source, je vous présente ce tableau. La production au charbon produit 1000 g de CO2 par kilowattheure. L'énergie nucléaire, en revanche, ne produit que 6 g de CO2 par kilowattheure. Alors, dans ces calculs, ils ont pris en compte la production du kilowattheure en lui-même, ils ont pris en compte la fabrication de l'usine qui va produire l'électricité et le transport également de l'énergie. Si l'on regarde le fioul et le gaz, ils polluent un petit peu moins que le charbon, mais ça reste quand même dans des proportions qui sont assez fortes. Et puis on regarde ici le solaire qui pourrait passer pour une solution verte, entre guillemets, mais le solaire, à sa production, il a besoin de 55 g de CO2 par kilowattheure, ce qui n'est pas beaucoup. Mais comme il ne fait pas soleil la nuit, on a besoin de le stocker et on a besoin de fabriquer des batteries qui aujourd'hui coûtent à peu près 200 g de CO2 par kilowattheure. Donc on voit bien également que le solaire n'est pas forcément une solution qui est très écologique. On est certes 4 fois en dessous du charbon, mais les proportions du solaire, les proportions de pollution du solaire restent néanmoins bien supérieures au nucléaire ou à l'hydraulique. Alors vous allez sans doute me parler de la voiture à hydrogène. La voiture à hydrogène, aujourd'hui, n'est pas polluante en ville, très certainement, mais comme la voiture électrique, on a besoin de produire l'hydrogène. Et la production de l'hydrogène occasionne une pollution très importante. En l'occurrence, on a besoin de plus d'énergie pour produire 1 litre d'hydrogène que pour produire 1 litre d'essence. Et ce besoin en énergie pollue beaucoup plus que la simple consommation de notre litre d'essence. Donc ça veut dire que pour l'instant, la voiture à hydrogène est moins écologique que les moteurs thermiques. Cela ne veut pas dire que la production d'hydrogène dans l'avenir polluera moins que la consommation d'essence. En revanche, ça veut dire que pour l'instant, c'est bien plus polluant et on ne peut pas passer à des échelles humaines, des échelles nationales, des échelles internationales de véhicules à hydrogène, car on augmenterait la pollution dans l'atmosphère. Ainsi, vous le comprenez bien, tant que l'on n'arrive pas à trouver un mode de production électrique qui soit bien plus écologique que le charbon, on aura beaucoup de difficultés à avoir un transport électrique ou un transport à l'hydrogène qui soit vraiment écologique. Avant de passer à une solution possible, je voudrais vous préciser que la plupart des constructeurs automobiles aujourd'hui passent aux véhicules électriques. Et ce n'est pas pour des raisons écologiques, car on vient de voir que la voiture électrique finalement pollue presque plus qu'un véhicule thermique, ou en tout cas dans des proportions à peu près similaires. D'autant plus que les véhicules électriques ont un poids qui est beaucoup plus lourd, ils ont une électronique qui est beaucoup plus perfectionnée, et ainsi toute cette fabrication de matériel coûte beaucoup plus cher en termes de pollution qu'un véhicule d'il y a 10 ou 20 ans. Plus on met de matériel électronique, et forcément plus la pollution au moment de la production du véhicule est importante. Alors les constructeurs automobiles ne passent pas aux véhicules électriques pour des raisons écologiques, mais simplement pour des raisons qu'il y a de moins en moins de pétrole à disposition. Ils en ont conscience et ils savent que d'ici 20 ou 30 ans, il n'y aura plus suffisamment de pétrole pour alimenter le marché mondial. Les constructeurs automobiles anticipent et passent aux véhicules électriques qui permettra de continuer les ventes de véhicules. Une solution possible pour réduire la pollution en ville, c'est de réduire le nombre de déplacements, le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules. Pour cela, comment faire? La première solution consiste à passer d'un transport individuel dans un véhicule individuel
à un transport en commun dans un véhicule en commun. C'est ce qu'on appelle le bus, le métro ou encore le tramway. La ville est suffisamment équipée de moyens de transport en commun, en tout cas en France et dans beaucoup de villes dans le monde, pour permettre à chacun de se déplacer sans avoir à utiliser un véhicule personnel et ainsi en partageant la pollution émise par le véhicule de transport. Autrement dit, au lieu d'utiliser 10 voitures pour faire le même trajet, 10 personnes pourront utiliser un seul bus. Aussi bien pour le transport individuel, cela paraît assez simple et on voit avec l'expérience que ça fonctionne plutôt bien dans les villes. Mais en ce qui concerne le transport de marchandises, on a beaucoup de difficultés à faire ce changement. Certes, les marchandises sont bien réunies dans un seul camion, c'est-à-dire qu'on a souvent un camion qui va livrer plusieurs entreprises, plusieurs clients. Et c'est ce qu'on appelle la messagerie. Mais on a beaucoup de difficultés à réduire ce nombre de transports. Et ce qu'on appelle d'ailleurs le dernier kilomètre, c'est-à-dire partir d'un centre de distribution pour aller vers les clients, génère une pollution qui est assez importante. C'est vraiment le dernier kilomètre qui coûte le plus cher en termes de transport et ainsi en termes de pollution. Alors pour cela, je propose une réflexion. Si on se demande quelles sont les marchandises transportées par ces camions de transport de marchandises, on va trouver une étude qui apparaît sur le site du gouvernement, et je vous mets le lien en description, où l'on voit que les 3 premiers postes concernés par les transports de marchandises sont les marchandises en elles-mêmes. Alors quand on dit les marchandises, ce sont des éléments que l'on va vendre dans les magasins. D'accord ? Tout ce qu'on achète dans les magasins qui est stockable, qui n'a pas de durée de vie précise, est considéré comme une marchandise. Ensuite, on a le transport de produits agricoles. Donc c'est les fruits, les légumes, les animaux également qui pourraient servir dans la chaîne alimentaire. Et enfin, les aliments, les boissons et le tabac. Alors on voit vraiment que ces 3 postes concernent notre vie de tous les jours, c'est-à-dire ce qu'on mange et ce qu'on achète dans les magasins. Les vêtements par exemple, les livres, les produits de beauté, voilà, toutes ces marchandises et tous les aliments, c'est vraiment tout ce qu'on achète tous les jours. Alors, si je ne peux pas réduire le transport, je vais peut-être essayer de réduire la quantité de matériel transporté. Pour cela, on pourrait agir sur plusieurs leviers. La première chose, c'est que les marchandises concernées, les marchandises que l'on vend dans les magasins, pourraient venir d'endroits moins lointains que ce que l'on connaît aujourd'hui. Autrement dit, des vêtements par exemple qui sont achetés en Chine et qui font un parcours assez important jusqu'au magasin, pourraient venir d'une industrie qui est beaucoup plus proche du magasin. Pourquoi pas avoir même des créateurs de mode dans les magasins? C'est une idée que je vous donne. En tout cas, si on a moins de transport à faire pour ces marchandises-là, on va pouvoir réduire un petit peu ce nombre de transports. Plus la distance sera courte entre le point de production et le point d'achat, plus le transport sera réduit et moins on aura de pollution dans la ville. D'autre part, la consommation excessive occasionne des transports plus fréquents. Si l'on achète tous les mois ou toutes les semaines des nouveaux vêtements parce qu'il y a une mode qui change, c'est une pression supplémentaire faite sur le transport. Si l'on achète des vêtements qui peuvent tenir dans le temps, qui sont plus solides, qui ont une mode peut-être qui peut traverser les années, on n'aura pas besoin d'acheter des choses tous les mois, on n'aura pas besoin d'acheter des choses tous les ans, mais peut-être tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Donc la question de la mode est une question que je vous donne en exemple ici, mais on pourrait imaginer cela avec de nombreux éléments de la vie courante. D'une manière générale, tout ce qui va être un objet que l'on a dans la maison, que ce soit un ustensile de cuisine, que ce soit une fourniture d'école, plus cet objet sera solide, moins on aura besoin de le remplacer
et ainsi moins on aura besoin d'en transporter jusque dans le magasin. Si je prends maintenant l'exemple des produits agricoles et de la consommation alimentaire, plus on va pouvoir produire proche du consommateur, moins on aura besoin de transporter. Autrement dit, si on habite à la campagne et que l'on profite des produits qui sont présents déjà à la campagne, on a moins besoin de faire venir des produits qui viennent d'autres pays. Je pense qu'il faut trouver des solutions de fermes agricoles citadines, c'est-à-dire qu'on va produire les fruits et les légumes directement dans la ville. Il y a des techniques qui existent pour ça, par exemple l'aquaponie, qui peut permettre de faire une culture sur une surface qui est très restreinte et qui ne nous obligera pas à importer des produits qui viennent de très loin. On ne pourra peut-être pas faire toutes les productions dans toutes les villes, mais en tout cas, si on produit un maximum de produits déjà dans les villes, que ce soit des vêtements, des produits alimentaires, on va pouvoir réduire le nombre de transports. Autrement dit, pour ma part, je pense qu'il faut nuancer notre fabrication de la ville. C'est-à-dire que la ville ne devrait pas servir seulement à l'habitation et aux bureaux, elle devrait également avoir des pôles de production alimentaire et des pôles de production d'objets. Si l'on mélange tout ça dans une même ville, on aura beaucoup moins de transport à faire. D'un point de vue de l'urbanisme, il a peut-être été intéressant d'avoir des centres commerciaux à l'extérieur des villes et puis des usines qui sont passées le plus loin possible des villes pour ne pas gêner les habitants, parce qu'on avait la voiture, parce qu'on misait sur le transport individuel, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut repenser la structure urbaine de manière à ce qu'on ait des petits pôles de production présents un peu partout dans les villes et qui généreraient en plus un emploi immédiat. Alors dans cet esprit de réduction de la pollution dans la ville et d'une manière générale dans un esprit de réduction du réchauffement climatique, dans un esprit de préservation de notre espace de vie sur la planète, je veux vous montrer ce petit tableau qui montre que les experts scientifiques nous indiquent qu'il faut réduire notre empreinte carbone si l'on ne veut pas que le réchauffement climatique soit supérieur à plus 1,5 degré ou plus 2 degrés. Et sachant qu'au-delà de ces 1,5 ou 2 degrés, les conséquences seraient vraiment catastrophiques pour l'humanité dans sa globalité. Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de réduire par 3 notre empreinte carbone en France. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut réduire toute notre pollution de tous les jours par 3. On voit que le transport, c'est une partie, mais la consommation et la production d'objets, de produits agricoles, d'aliments transformés, toute cette production doit se réduire par 3. Donc il y a lieu d'agir sur de nombreux secteurs, le transport en fait partie, mais vraiment on doit avoir une pensée globale si on veut atteindre l'objectif des 2 degrés. Alors pour cela, j'invite vraiment les producteurs, les industriels, à réfléchir sur cette question. Produire des objets qui sont ultra complexes n'apporte pas forcément une valeur ajoutée qui est très forte, mais cela engendre une pollution qui est extrêmement forte et qui ne nous permettra pas d'atteindre l'objectif. En réduisant la complexité des objets, et je vais vous donner un exemple juste après, on pourrait d'une part réduire la demande en matières premières, c'est-à-dire qu'on aurait besoin de moins de matériaux pour fabriquer cet objet, mais d'autre part, au lieu de le fabriquer dans une industrie spécialisée située en Chine par exemple, on pourrait très bien le produire en local avec une main-d'œuvre qui est moins qualifiée et qui peut parfaitement prendre en main la fabrication d'un objet simplifié. La Chine également pourra produire en local ses propres objets sans faire appel à d'autres pays. Plus on va relocaliser les productions, plus on va permettre d'être résilient et plus on va se permettre de diminuer notre empreinte carbone. L'exemple que je veux vous donner ici, c'est l'imprimante multifonction. A-t-on besoin d'une imprimante qui imprime en noir et blanc d'une part, mais également qui peut se connecter au téléphone, qui peut se connecter au Wi-Fi,
qui est commandable par un câble spécialisé et qui peut presque faire le café si on lui demandait, a-t-on besoin vraiment d'un objet aussi complexe? Il suffirait d'avoir un câble qui se branche à l'ordinateur, un seul bouton d'impression et ça fonctionnerait très bien. Sur Internet également, on voit apparaître beaucoup de publicités qui concernent des objets très spécialisés. Je veux vous donner un exemple qui m'a paru assez surprenant. C'est le fait qu'il existe un moule pour donner une forme spéciale à des fruits. C'est-à-dire qu'on va enfermer le fruit qui commence à naître dans ce moule et quand le fruit va grandir, il va avoir la forme du moule. Donc ça peut être un cube, un cœur ou la forme qu'on voudra. A-t-on besoin vraiment d'un objet aussi spécifique dans la vie de tous les jours? A-t-on besoin de consommer du carbone pour avoir un fruit qui a une forme particulière? C'est des questions à se poser. Je prends cet exemple parce qu'il m'a paru très surprenant, mais ce sont des questions à se poser d'une manière générale. Y a-t-il besoin d'avoir des objets aussi spécialisés que ça? On pourrait se poser également la question sur de nombreux objets. Les jouets pour enfants en forment un bon exemple. A-t-on besoin d'avoir autant de jouets pour un enfant alors qu'il grandit assez vite et que la plupart des jouets seront cassés et mis à la poubelle au bout d'un certain moment? En tout cas, en réfléchissant à notre mode de consommation, on réfléchit forcément à ce problème du transport sans le savoir. Car si l'on consomme moins, si l'on consomme plus local, forcément on aura moins besoin de transporter des marchandises et des produits alimentaires. Il reste un dernier problème avec ce transport et cette consommation plus locale qui est le coût de la main-d'œuvre. Par exemple, en France, le coût de la main-d'œuvre est assez excessif et il est toujours plus intéressant de produire des fruits ou des légumes à l'autre bout du monde et de les importer plutôt que de le faire directement en France. En ceci, il faut vraiment que le gouvernement prenne ses dispositions pour imposer des taxes aux importations. On n'empêche pas d'importer des fruits exotiques qui viennent en France, mais il faut que le prix de la pollution soit payé par le consommateur qui veut ces fruits. Par ailleurs, des taxes sur les importations permettraient de financer le système hospitalier qui est aujourd'hui sous-financé selon la plupart des personnels hospitaliers. Et je réponds maintenant à l'une des questions qui m'a été posée lors de la préparation de ce cours en live. Pour bien maîtriser le français, vous avez besoin de faire des exercices pratiques et vous avez besoin qu'un professeur vous assiste. Je vous propose une série d'exercices pour préparer les examens du DELF B2, du DALF C1 et du DALF C2. Ces exercices sont présents sur www.luquet.com. Le prix varie de 10 à 20 €. Vous pourrez vous entraîner sur l'écrit, sur l'oral et à chaque exercice, c'est vraiment un professeur examinateur du DALF qui vous corrige, qui vous montre vos erreurs, qui vous explique comment ne plus les refaire et qui vous donne des conseils personnalisés pour bien réussir l'examen. Est-ce qu'en utilisant des panneaux solaires pour produire l'électricité, on diminuerait la pollution? La question des panneaux solaires, je l'ai un petit peu évoquée pendant mon argumentaire. La première chose, c'est qu'il faut fabriquer le panneau solaire. Et pour fabriquer un panneau solaire, il faut des matériaux spécifiques que l'on va trouver dans le sol. Et pour chercher ces matériaux, il faut des véhicules qui ont des techniques spécifiques. On va utiliser des engins de chantier pour aller chercher les matériaux. Et ces engins de chantier émettent de la pollution dès lors qu'ils commencent à fonctionner. Alors la fabrication d'un panneau solaire consomme excessivement de CO2. Cela dit, si l'on utilise un panneau solaire suffisamment longtemps, au-delà de 4 ou 5 ans, le volume de CO2 qui a été généré à la production de ce panneau solaire va se compenser par l'électricité qui sera fournie au-delà de 4 ou 5 ans. Donc d'une certaine manière, oui, le panneau solaire est un élément qui est écologique. Cela dit,
Le panneau solaire ne fonctionne pas dans la nuit et fonctionne beaucoup moins dans certaines régions du globe. Et pour cela, on est obligé de disposer de batteries et la fabrication de ces batteries a un impact écologique beaucoup plus fort que le panneau solaire. Autrement dit, s'il fallait à peu près 5 ans, 4 ans ou 5 ans pour rentabiliser la pollution du panneau solaire, avec une batterie à disposition, une batterie suffisante, on va passer de 5 ans à 15 ans. Donc ça veut dire que s'il y a une panne avant 15 ans sur la batterie ou sur le panneau solaire, on ne pourra pas rentabiliser la pollution qui a été émise dans la fabrication de ces objets. Donc vous voyez, la conception des panneaux solaires et des batteries est faisable, c'est possible. D'une certaine manière, si on sait les utiliser pendant 40, 50 ou 60 ans, ces matériaux sont moins polluants sur le long terme. Mais la différence de pollution n'est pas vraiment extraordinaire. Et vraiment, j'insiste, les spécialistes sont d'accord pour dire que le meilleur moyen pour réduire la pollution, que ce soit dans les transports, que ce soit dans la production des aliments et des marchandises, c'est la réduction de la consommation ou la réflexion sur une consommation plus localisée. En guise de conclusion, je voudrais vous dire que le problème de la voiture en ville n'est qu'un petit bout du problème, du grand problème du réchauffement climatique. D'une manière générale, on a besoin de réduire les transports en ville, que ce soit pour les maladies immédiatement visibles, mais que ce soit également pour le problème du réchauffement climatique. Réduire les transports en ville, c'est possible à titre individuel et ça passe à la fois par la réduction des déplacements dans des moyens de transport polluants, mais ça passe également par une réduction du mode de consommation. Réduire la consommation réduira forcément le besoin en transport de marchandises ou le besoin en transport de produits alimentaires. Voilà, j'espère vous avoir fait comprendre le problème de la voiture en ville. J'espère que vous trouverez vos propres solutions à ce problème et que vous les proposerez dans les commentaires de la vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre présence.